Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, une émission d'information et d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons M. Clément Mirassa, qui n'est plus à présenter aux Congolais, mais pour ceux qui l'ignorent encore, et ceux qui les découvrent à travers le monde, il sied de noter que Clément Mirassa est une personnalité politique de la République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo. C'est le président du PSDC, le Parti social-démocrate congolais. Ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. Avec lui, nous allons parler des relations actuelles entre le Congo et le FMI. Nous parlerons également de sa requête introduite à la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de Denis Sassou Nguesso à assumer dans le même temps les fonctions de président de la République, bien que de fait, mais aussi président du comité central du Parti congolais du travail, donc le président de son parti politique, ce qui est une violation grave de la Constitution, la toute nouvelle, bien entendu, du 25 octobre 2015. Si le temps nous le permet, nous parlerons également de la concertation de Madingu et bien naturellement des élections qui pointent à l'horizon, des élections présidentielles de 2021. Bonjour, Monsieur Clément Mirassa. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Comment se porte le Congo, Brazzaville? Le Congo va mal, très mal. Il va mal, très mal. Alors, vous êtes statisticien, économiste de formation. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui où sont ou comment se portent les relations entre le Congo et les institutions financières internationales? Ici, nous citerons le FMI. Je vais faire un petit rappel. Le Congo traverse depuis près d'une dizaine d'années une grave crise multidimensionnelle. Et au départ, le gouvernement a voulu l'ignorer, estimant que nous avions suffisamment d'argent. Par la suite, il a fini par reconnaître que le Congo était rentré en crise en 2014 et que cette crise était principalement causée à la baisse des cours du prix du baril du pétrole. Ce que nous n'avons toujours pas accepté parce que nous pensions, comme le Fonds monétaire l'a confirmé, qu'il y avait de graves problèmes de gouvernance. Puis finalement, au départ, le gouvernement a pensé qu'il pouvait lui-même procéder à un ajustement interne. Il n'en a pas été capable. Et avec l'apport des autres pays de la CEMAC, le Congo s'est résolu à aller vers le Fonds monétaire international pour trouver les solutions appropriées de sortie de cette crise. Finalement, il a fallu pratiquement près de 3 ans de négociations extrêmement difficiles pour que le 11 juin 2019, le Congo arrive enfin à signer avec le Fonds monétaire un accord appuyé d'une assistance ou d'une contribution financière de 448 millions de dollars avec près de 45 millions qui devaient être débloqués dès la signature de cet accord. Et évidemment, cet accord est assorti d'une matrice de 48 mesures que le gouvernement s'était engagé à exécuter, à appliquer. Malheureusement, dès le mois de décembre, à la première évaluation, il a été constaté que le Congo n'avait pas respecté les engagements qu'il avait pris, de sorte que la deuxième tranche qui devait être versée en décembre 2019 n'a jamais été versée et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas versée. Visiblement, le Congo n'a pas réussi à appliquer un certain nombre de mesures immédiates comme la lesquelles par exemple mesures que le Congo n'a pas appliquées. Par exemple, la lutte contre la corruption. Vous savez que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde, un des pays les plus corrompus d'Afrique, et on ne peut pas à la fois rechercher le développement et tolérer la corruption. Bon, il y a un certain nombre d'autres aspects, notamment les mesures qui devaient permettre de rendre la dette viable. Et pour rendre la dette viable, vous savez que pour arriver à l'accord, il a fallu que le gouvernement négocie avec la Chine, parce que beaucoup de choses ont été dites sur cette dette avec la Chine. Mais une fois que la Chine a concédé cet accord, il fallait maintenant, il a été demandé au gouvernement de régler le problème avec les traders. Bon, c'est vrai, tout récemment à Brazzaville, il y a eu la création d'un groupement d'intérêt économique, il y a eu le club de Brazzaville, mais les principaux traders qui sont en Europe ne sont pas encore prêts à
signé un accord avec le Congo. Donc, depuis plus d'1 an, on peut dire que l'accord est pratiquement suspendu et que le gouvernement n'a pas été en mesure de respecter les engagements qu'il avait pris. Et comme l'accord a été suspendu, cela veut dire que même la promesse de la Banque africaine de développement, BAD, qui avait promis les 2 milliards de dollars au Congo, sont aussi suspendus, c'est ça? Le principe est clair. Lorsqu'on a signé avec le Fonds monétaire international, un certain nombre de bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, notamment la Banque africaine de développement, notamment la France, avait pris l'engagement d'apporter un soutien. Mais ce soutien dépend des relations entre le Congo et le Fonds monétaire. Dès que ces rapports sont suspendus, évidemment, les autres également attendent qu'on règle la situation avec le Fonds monétaire international. Que d'aller toujours s'endetter auprès du FMI, alors qu'on sait que le Congo a beaucoup d'argent planqué dans les paradis fiscaux. Y a-t-il pas une possibilité de rapatrier ces fonds? Le rapatriement de ces fonds est une des mesures, une des recommandations du Fonds monétaire international. Mais vous savez, le problème de l'argent au Congo pose beaucoup de problèmes. Il vous souviendra qu'en 2006, le président Sassou a déclaré qu'on dégageait des excédents budgétaires et que ces excédents devaient être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et que ce compte devait être audité chaque année par la Cour des comptes et que cet audit devait être rendu public. Figurez-vous que depuis 2006 jusqu'à ce jour, aucun audit n'a été réalisé. Et beaucoup d'analystes pensent que le montant de ces excédents budgétaires s'était finalement élevé à près de 14 000 milliards de francs CFA. Et la question que se posent les Congolais aujourd'hui, où sont passés les 14 000 milliards? Est-il possible, oui ou non, qu'on ait enfin au moins un audit de ce compte pour que les Congolais sachent exactement qu'est-ce qui a été fait de leur argent, où est-ce qu'il est parti? D'autant, M. Perrin, si vous vous souvenez, on parlait pratiquement des générations futures. Donc, on pensait aux jeunes, à leur avenir, etc. Mais on se rend compte que cet avenir a curieusement disparu. On ne sait pas de quelle manière. Et jusqu'à présent, on se bat pour que la lumière soit faite, mais elle n'est toujours pas encore faite. Au cours d'une conférence de presse, j'ai cru entendre Clément Mwamba dire que cet argent avait été utilisé. C'est vrai qu'il n'avait pas donné plus de détails. Ce que les Congolais veulent, c'est pas la déclaration du Premier ministre. C'est l'audit réalisé par un organisme international, etc. Même au niveau du Congo, puisqu'on avait souhaité la Cour des comptes, il faut que ce soit une structure qu'on considère comme indépendante. Il s'agit de l'argent des Congolais et les Congolais sont en devoir. Ce qui me fait sourire dans cette affaire, c'est que nous avons un Parlement. Les Congolais le demandent. Mais au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des députés ou au niveau des sénateurs, nous constatons que tout le monde est resté pratiquement muet sur la question et on s'interroge sur ce qui se passe réellement. Si j'ai bien compris, les négociations avec les traders qui semblaient bloquer les négociations avec le FMI ont avancé puisque le FMI semble revenir au Congo. Non, il ne s'agit pas de la même situation. Le ministre des Finances a reçu, je crois hier ou avant-hier, le représentant du Fonds monétaire international. J'ai cru comprendre qu'ils ont surtout discuté autour de la demande d'aide d'urgence par rapport à la pandémie Covid-19 que le Congo avait introduite au mois de mai au Fonds monétaire international, au mois de mai 2020, et tout en sachant que des pays comme le Cameroun ont déjà eu 2 tranches qui s'élèvent à près de 300 millions de dollars. Le Gabon également, le Tchad également. La RDC à côté de nous a eu pratiquement près de 400 millions de dollars. Et les Congolais sont surpris que depuis plus de 6 mois, la demande du Congo n'arrive pas à trouver satisfaction. Parce qu'il s'agit d'un instrument de financement rapide. Il s'agit en fait, dans le cas d'espèce, d'un fonds qui prête à taux d'intérêt nul pour une durée qui peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, c'est extrêmement intéressant dans notre situation. Alors, ce qui a retenu mon attention lors de cette rencontre entre le ministre des Finances et le représentant du Fonds monétaire international à Brazzaville, c'est que le représentant du Fonds monétaire a dit qu'on continue à examiner ce dossier et qu'il pourrait aboutir à la fin de l'année en décembre, sinon au début de l'année 2021. Donc, vous voyez bien que les relations entre le Congo et
le Fonds monétaire international ne sont pas au beau fixe. Elles posent beaucoup de problèmes. Et les Congolais qui avaient espéré voir au Fonds monétaire le salut constate malheureusement qu'il continue de plonger dans une souffrance indescriptible. Pourtant, dans sa déclaration, disons, à l'adresse à la nation, Sassou Nguesso semblait être rassurant, disant que d'ici là, les choses vont revenir dans l'ordre. Et il y a pas longtemps, nous avons appris que la concession Djeno a été donc rallongée pour 20 ans. C'est sûr et certain que le Congo a dû engranger encore de l'argent. Est-ce que cela ne suffit pas pour redémarrer l'économie congolaise? Sur le terminal de Djeno, nous avons suivi à travers les médias, on a suivi à travers les réseaux sociaux. On a d'ailleurs vu apparaître dans les journaux que le Congo exigeait pour le renouvellement de ce contrat 600 millions de dollars, un peu plus de 400 milliards de francs CFA. Et ce qu'on disait dans la presse, c'est que la France n'était pas prête à concéder ça. Il y a même le bruit qui a couru comme quoi on était en train de délocaliser Total, qui allait en partie en Angola, en partie au Gabon. Et d'aucuns disaient même, je ne sais pas si c'était de la spéculation, que ce serait une société turque qui prendrait le relais de Total. Bon, curieusement, lorsque le président s'assoit à séjourner à Oyo, tout dernièrement, il a reçu le PDG de Total. Et à l'issue de cette rencontre, les Congolais ont été surpris d'apprendre que Total a encore obtenu un moratoire de 20 ans. Et la question que les Congolais se posent, puisque le président, semble-t-il, exigeait le versement de 600 millions de dollars, combien Total a dû concéder? Mais ça reste encore dans les non-dits. Officiellement, on n'a encore rien perçu, mais les Congolais sont en attente d'informations parce qu'ils pensent que ce genre d'argent devrait constituer comme une bouffée d'oxygène pour le budget et le gouvernement congolais. Mais est-ce que le Parlement n'a pas été associé ou n'est pas au courant de ces négociations? Tel que j'ai vu les choses, je crois que pour l'instant, ça s'est passé entre le président de la République et le PDG de Total. Mais je crois que dans la pratique, ça devra passer par le Parlement parce que c'est d'autant plus important que j'ai lu dans certains journaux que le gouvernement avait bradé son pétrole. Or, vous savez, dans notre situation actuelle, avec nos difficultés, etc., je crois qu'il ne serait pas intéressant. Nous avons au contraire besoin de vendre nos produits à leur juste valeur et non pas de les brader, parce que nous avons besoin de beaucoup d'argent. Monsieur Birassa, en votre qualité d'économiste, quelles perspectives économiques pour le Congo à moyen terme? Aujourd'hui, le gouvernement est bloqué. Le gouvernement est bloqué, il a pensé procéder à un ajustement interne, il n'a pas pu. Il s'est référé au Fonds monétaire international. Nous en voyons les résultats. Le Premier ministre Mwamba avait parlé d'une équipe de guerre. Visiblement, je crois que cette équipe de guerre n'a pas pu avancer, elle est bloquée. C'est pour ça que nous interpellons le gouvernement en lui disant sérieusement, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Le Congo a des intelligences, que ce soit au Congo, que ce soit à l'extérieur. Mais convoquer un dialogue national inclusif qui se penchera sur toutes ces questions pour que nous voyions enfin le bout du tunnel afin de mettre fin aux souffrances des Congolais. Parce que sérieusement, Monsieur Perrin, les Congolais souffrent. Vous avez les informations sur la situation des retraités. Vous avez les informations sur les étudiants en Russie, à Marrakech, à travers le monde. Vous avez des informations sur le fonctionnement de nos hôpitaux, parfois de nos écoles. Il faut que nous ayons le courage de tirer les leçons et de marquer un arrêt, en reconnaissant que nous parlons de la diversification économique depuis le plan quinquennal 1982-1986. On n'y a pas réussi. Mais si on n'y a pas réussi, il faut s'arrêter et essayer de rechercher les intelligences congolaises qui pourraient avancer. Regardez ce qu'on a fait pour le CHU. On a fait quoi? On est parti chercher, soi-disant, une expertise canadienne qui, semble-t-il, pose également un certain nombre de problèmes. Certainement qu'on a reconnu que pour le gouvernement, il n'y a aucun Congolais qui soit capable d'être à la tête du CHU, ce que je ne partage pas, moi, comme avis. Mais je crois que pour le Congo, le gouvernement est vraiment bloqué. Ils sont limités. Ils n'ont pas pu trouver les solutions appropriées à la crise actuelle. Et on a beau parler de diversification, tout ça, il y a des situations immédiates et urgentes qu'il faut régler. Et je crois qu'il faut qu'on travaille pour les œuvrer. Et moi, je suis convaincu
qu'il faut que nous allions à un dialogue national inclusif. Lorsqu'on dit sous l'égide de la communauté internationale, ça semble toucher un certain nombre de frères, mais à mon avis, ça serait une très bonne chose. Probablement qu'on parlera du dialogue, sinon de la concertation politique, puisqu'on vient de convoquer une concertation à Madingu. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que le Congo serait aujourd'hui en banqueroute? Ah oui, oui, mais écoutez, nous n'arrivons plus à faire face à nos charges incompressibles. Nous n'arrivons plus. Il y a combien de structures qui ont des retards de salaire? Les retraités ont combien? Il y a des retraités qui ont plus de 30 mois de retard de pension. Les étudiants ont pratiquement plus de 3 ans de non-paiement de bourse. Mais vous voyez bien qu'on est arrivé à un niveau, et quand vous regardez le fonctionnement aujourd'hui des services, etc., ça pose un réel problème. Il faut que nous reconnaissons que nous avons réellement des problèmes. En fait, quand on a applaudi pour la venue du Fonds monétaire, parce qu'on comptait sur les contributions qui devaient venir de la BAD, qui devaient venir de la Banque mondiale, de la coopération française et même du Fonds monétaire pour donner une impulsion. Mais on n'en a pas là. Et il faut chercher, sinon pourquoi le gouvernement aurait de chercher 300 millions de dollars d'aide d'urgence pour résoudre les problèmes de la COVID-19? C'est bien parce que nous avons de sérieux problèmes. Que faire pour stopper cette descente aux enfers du Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que vous proposez? Je pense que nous avons besoin d'argent et qu'il faut ne pas toujours rechercher cette solution de l'extraversion, aller vers le Fonds monétaire. Non, moi je pense qu'il faut agir. C'est vrai qu'au niveau de la fiscalité, au niveau de la douane, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, mais elles ne seront pas suffisantes parce que notre budget était fortement appuyé au pétrole et aujourd'hui, les fluctuations du cours du baril du pétrole ne permettent pas d'avancer. Nous avons un chantier qui doit être ouvert, qu'il faut exploiter. Il faut rechercher les fonds qui ont été volés ou détournés. Il faut faire le point au niveau de la lutte contre la corruption. Et là, nous avons un certain nombre d'idées. Il y a un député qui a déclaré une fois qu'on avait débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Est-ce qu'on peut rester silencieux devant une telle situation? Le directeur général de la surveillance du territoire a déclaré à un moment, a pris même un communiqué pour dire qu'il y avait des malversations au niveau de la gestion du fonds de soutien à l'agriculture et qu'il fallait faire des enquêtes sur les 14 000 milliards qui avaient été débloqués pour l'agriculture de 2008 à 2016, etc. Donc, nous avons des nids, mais ça suppose que nous soyons capables de nous remettre en cause, de nous attaquer aux véritables problèmes qui sont les détournements de fonds publics, la corruption, la concussion, la fraude et autres. Les Angolais qui ont pu récupérer au cours d'une année 3 000 milliards de francs CFA, mais c'est une volonté politique. Pourquoi nous n'avons pas cette volonté politique de réagir ainsi? Et si nous agissons ainsi, je pense que la communauté internationale pourrait nous soutenir. Lorsqu'on dit que Monde d'Afrique a révélé que les Panama Papers avaient publié des documents selon lesquels quelques Congolais posséderaient 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Ce sont quand même des informations. Vous dites 5 500 milliards. 5 500 milliards de francs CFA. Et le moins fortuné, semble-t-il, pouvait avoir 20 milliards et le plus fortuné, 2125 milliards. C'est plus que le budget du Congo en 2020. Réellement, on peut expliquer qu'un Congolais qui n'a pas eu un père industriel, qui n'a pas, et puis, pendant sa durée de vie, collecté et rassemblé 2000 milliards de francs CFA. On peut même faire le calcul. Si vous mettez de côté 1 milliard de francs CFA par mois, au bout d'un an, vous en avez 12. Au bout de 10 ans, vous en avez 120. Au bout d'un siècle, vous avez 1200. Vous voyez que c'est irréaliste d'arriver à 2000 milliards. Donc, rien que cette information devrait. Donc, moi, je pense que nous avons l'occasion vraiment de nous pencher sur ces dossiers, des pineux dossiers, des scandales économiques et financiers et les autres. Et moi, ça me touche. Pourquoi? Parce que on parle d'élections, mais assez souvent, on a comme un acharnement sur les opposants du fait qu'ils sont opposants. Et on constate que lorsqu'il s'agit des scandales et des crimes économiques, il y a une tolérance alors que ça devrait être la tolérance zéro. Ce sont ceux-là véritablement qui ont créé des problèmes à notre État et à notre pays en général.
Monsieur Mirassa, nous allons passer au volet juridique. Courant en juillet 2020, vous saisissiez la Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville sur l'inconstitutionnalité de Denis Sassou Nguesso à assumer au même moment les fonctions de président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est de fait, et du président du comité central du Parti congolais du travail, donc le président de son parti. La Cour constitutionnelle s'est avérée incompétente, statuée sur votre requête. Que vous a-t-elle dit exactement en réponse? Je crois qu'il faut d'abord revenir sur la requête. Quel est le point de départ de la requête? Lors du congrès du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, tous les Congolais ont suivi que le secrétaire général sortant a fait une déclaration qui a retenu l'attention de tout le monde en déclarant que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le président Denis Sassou Nguesso à la tête du comité central du parti. Et ça a attiré mon attention parce qu'en me référant à la Constitution, notamment à l'alinéa 2 de l'article 80, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité dans un parti politique, je me suis rendu compte qu'il avait incompatibilité. Et en analysant les choses, je me suis rendu compte que le Parti congolais du travail avait non seulement violé la Constitution, mais il avait également violé la loi sur les partis, puisque l'article 26 de cette loi dit que tous les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Donc, j'ai pris le temps de faire des recherches pour découvrir finalement que cette situation perdurait depuis près de 10 ans. Et j'ai fait une requête, et je peux vous dire que pour que la requête rentre au Conseil constitutionnel, ça n'a pas été facile, parce qu'on a eu des blocages, finalement, elle est rentrée. Et quand elle est rentrée à la Cour constitutionnelle m'a notifié sa décision, à savoir qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la question. Et moi, je me suis dit, mais si la Cour constitutionnelle congolaise ne peut pas statuer sur un problème d'inconstitutionnalité, quelle est donc l'institution qui devrait le faire? Mais l'avantage que le Conseil constitutionnel a pris, c'est qu'il a notifié cette décision au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. À partir de là, moi, je me suis dit que nous n'avons pratiquement aucun problème. Nous n'avions pratiquement aucun problème et on attend toujours la réponse qu'on nous indique quelle est l'institution qui est capable de trancher ce problème. Mais en réalité, quand vous regardez le problème de plus près, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que dans les 2588 congressistes qui ont pris cette décision, mais vous avez la désagréable surprise de constater que le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, plusieurs membres du gouvernement, plusieurs députés, plusieurs sénateurs font partie des 2588 congressistes qui ont violé collectivement la Constitution et la loi sur les partis. À partir de ce moment, je crois que le problème, il est clair, il est pendant, mais il n'a toujours pas de solution parce que nous avons réagi après avoir lu les statuts du Parti congolais du travail, parce que les statuts du Parti congolais du travail disent clairement que le président du comité central est le président du Parti congolais du travail. Et si le président de la République est le président du Parti congolais du travail, ça veut dire qu'il est partisan, il n'est pas au-dessus de la mêlée, et ça pose un problème par rapport à l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. Comment le président de la République, qui est président d'un parti, c'est-à-dire qui est partisan, comment peut-il contribuer à l'organisation d'une élection libre, démocratique et transparente en 2021? Et je crois que lorsque nous avons suivi le problème, nous avons terminé pour l'instant cette démarche en saisissant le ministre de l'Intérieur, qui lui est chargé de veiller au respect de la législation sur le régime des partis au Congo. On l'a saisi parce que l'article 31 de la loi sur les partis dit qu'en cas de violation des lois en vigueur, le ministre en charge de l'administration du territoire suspend le parti concerné et procède à la fermeture de ses locaux. Donc, logiquement, si nous suivons bien la question de droit, le ministre Mboulou, qui est en même temps membre du comité central du Parti congolais du travail, mais qui est chargé d'appliquer et de veiller au respect de la législation sur le régime des partis, devrait prendre son courage
pour suspendre le Parti congolais du travail et appliquer la loi, puisque c'est une loi d'État. Oui, vous avez cité tout à l'heure le président du Sénat, l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur et bien d'autres. On se rend compte que toutes les institutions sont aux mains d'un seul parti. C'est la réalité de la situation congolaise. Alors, face au refus subtil, bien entendu, de la Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville à statuer sur votre requête, quel est le recours que vous avez eu après? Est-ce que vous pensez aujourd'hui aller vers la Cour africaine de justice? Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur. Il ne nous a pas encore répondu. Parce que nous avons tenu à porter cette information à sa connaissance de notre part, même si la Cour constitutionnelle lui avait déjà notifié cela. Maintenant, est-ce qu'on partira à la Cour africaine des... Bon, ça, c'est une question que nous débattrons le moment venu, certainement, avec... Oui, mais est-ce qu'il y a un délai qu'on vous a donné, que vous devez attendre pendant 2, 3, 6 mois avant de... Il semble que ce qui est de la démarche auprès du ministre de l'Intérieur, je crois savoir, d'après ce qui m'a été dit, qu'il faut observer un délai de 4 mois à partir du jour où vous avez déposé cette correspondance. Vous parlez tout à l'heure du respect des lois et règlements de la République. La dernière fois, nous avons suivi le ministre Mboulou publier une liste de 45 partis politiques désormais reconnus officiellement au Congo-Brazzaville. Le vôtre n'a pas été retenu alors qu'il existe depuis 2011. Que s'est-il passé? Vous a-t-on notifié le pourquoi, puisque nous savons que la loi n'a pas d'effet rétroactif? C'est un débat qui dure avec nous, parce que nous avons déjà eu, en 2018, on a eu un échange avec le ministre de l'Intérieur et nous avons insisté sur le fait que la loi n'avait pas un effet rétroactif et que mon parti a été créé en 1990. Il a pris part à la conférence nationale, etc. Et il n'était pas du tout question que nous cédons à ça. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que on prétend vouloir appliquer la loi parce que semble-t-il qu'il faut l'appliquer avec rigueur, mais dans l'application, il y a des problèmes. Si vous prenez les 45 partis, le premier parti en liste, c'est lequel? Le premier parti en liste, c'est le Parti congolais du travail. Mais je vous ai dit que j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui fait apparaître clairement que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Il a violé la Constitution, il a violé l'article 26 de la loi sur les partis, mais au-delà de ça, nous avons démontré que ce parti viole les lois et règlements de la République et même la Constitution depuis près de 10 ans. Alors, est-ce qu'il est normal que le ministre de l'Intérieur, qui a la responsabilité de gérer l'administration en toute neutralité, sans côté partisan, puisse prendre une décision où il apparaît clairement que c'est finalement une mesure qui n'est pas équitable. C'est une mesure d'exclusion. C'est une mesure qui crée des injustices. Et là, même, quand vous prenez les 45 partis, je viens d'adresser au nom de mon parti, puisque Madame Claudine Munari, qui est présidente de la Fédération, avait déjà publié, signé en notre nom, une déclaration où elle disait clairement que nous réclamons plutôt la tenue d'un dialogue national inclusif. Mais nous, au niveau de notre parti, nous avons non seulement pris cet aspect et nous avons creusé la situation. Mais quand nous avons écrit la lettre ouverte au Premier ministre, nous avons soulevé un certain nombre de problèmes. Le ministre Mboulou dit que ce sont ces services qui ont eu la responsabilité de mettre de l'ordre dans le fichier des partis. Mais on découvre quoi? Que ces services ont retenu des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la neutralité de l'administration. Ça veut dire qu'il y a le côté partisan. Et c'est cette administration du ministre Mboulou qui va contribuer à l'organisation des élections de 2021. Alors, vous pensez qu'en créant cette crise de confiance, en faisant que des partis qui ne sont pas conformes à la loi soient déclarés conformes et que d'autres soient exclus au nom, soi-disant, de la loi, vous pensez qu'on peut aller à une élection libre, démocratique et transparente? Maintenant, je vous dis une chose, puisque j'ai également, dans le cadre de la requête, j'ai relevé que le président de la République était en même temps président du Parti congolais du travail. C'est une violation de la loi. Qu'est-ce qu'on fait? Le ministre Mboulou, qui a participé au congrès du PCT, a violé la loi. Qu'est-ce qu'on fait? Le ministre Mboulou n'a jamais déclaré son patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il ne faut pas faire de la loi comme un instrument qui, en réalité, fait croire aux gens qu'on est sur la voie du droit,
alors qu'on veut appliquer non pas la force du droit, mais le droit de la force. Et c'est ça que... Oui, mais monsieur Mirassa, on se souviendra de la phrase tonitruante de Denis Sassou Nguesso qui disait « Quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. » J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Qu'attend donc l'opposition congolaise, si elle existe bien entendu, pour contraindre le PCT et son président à la démission pour violation répétée de la Constitution congolaise? Je crois que moi, j'ai déjà fait un pas en introduisant la requête. Maintenant, la question est posée à l'opposition. Il faut que nous nous tournions vers l'opposition parce que la phrase, effectivement, Monsieur Perrin, vous faites bien de le rappeler, parce que j'étais participant à ces meetings. Ça a eu lieu en 1992 au boulevard des Armées lors d'un meeting de l'URD-PCT et avec le président Kolela, avec le président Tissé, que Dieu ait leurs âmes, nous étions la partie de l'URD. Nous étions les responsables de l'URD avec Jean-Martin Bemba, avec les Michel Mampouya, avec bien d'autres dont je ne citerai pas les noms ici. Et nous avons gardé en mémoire cette déclaration. Et cette déclaration, c'est maintenant qu'il faut la sortir puisque la Constitution a été violée. Nous nous tournons également vers les amis qui gèrent le pouvoir pour dire, mais chers amis, êtes-vous démocrate ou pas? Et je pense qu'aujourd'hui, tous les démocrates du Congo doivent suivre cette déclaration et doivent s'interroger sur le que faire par rapport à ça. Nous nous souviendrons également que le PCT à l'opposition menaçait prendre des armes contre l'administration Lissouba si jamais elle ne mettait d'une commission électorale indépendante. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Mais depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par coup d'État, un coup d'État que tout le monde sait d'ailleurs, qui a fait plus de 400 000 morts des Congolais, depuis là, on ne parle plus d'une commission électorale indépendante et il ne veut rien savoir. Est-ce qu'on peut parler de l'inefficacité de l'opposition ou bien parce que Sassou Nguesso est conscient qu'il maîtrise cette opposition et qu'elle ne peut rien faire? Le problème qui est évoqué de la commission électorale indépendante, il s'est posé en 97. Et en 97, nous qui étions à l'opposition avec le PCT, avec le président Denis Sassou Nguesso, nous avons signé un mémorandum que nous avons remis au président Pascal Lissouba, mémorandum dans lequel nous exigeons une commission électorale véritablement indépendante. Et je me souviens que le premier ministre Ganao avait d'ailleurs fait une déclaration annonçant que son gouvernement allait organiser l'élection en 1997 et le PCT avait violemment réagi par une phrase que j'aime toujours reprendre en disant qu'un démocrate sincère ne peut pas avoir peur d'une commission électorale véritablement indépendante. Et dans ce document de 97 que je conseille aux jeunes de rechercher, avec le PCT, nous avons défini les termes de référence de ce que
l'on appelle ou qu'on devrait appeler Commission nationale électorale indépendante. Mais une fois que le PCT est revenu au pouvoir, le PCT ne défend plus cette théorie. Maintenant, pour le PCT, c'est le gouvernement qui défend. Et vous voyez les multiples concertations qu'il y a depuis Brazzaville, Evo, etc. Mais on n'a jamais fondamentalement réglé le problème. Et on a voulu comme tricher un peu en déclarant que la commission actuelle, c'est une commission nationale électorale indépendante. Mais selon les standards internationaux, la commission que nous avons au Congo n'est pas une commission électorale véritablement indépendante, puisqu'une bonne partie des opérations électorales, surtout des actes préparatoires, c'est fait par le ministère de l'Intérieur en liaison avec la CONEL. Donc le gouvernement est largement impliqué. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez le ministre Mboulou, vous n'avez pas insisté sur cet aspect des choses. Quel est le texte qui permet au ministre Mboulou d'organiser des concertations politiques? Quel est le texte qui permet au ministre Mboulou non seulement d'organiser des concertations politiques, mais d'exclure des partis politiques? C'est un excès de pouvoir, c'est un abus de pouvoir, du jamais vu. Mais quel est le texte qui autorise au ministre Mboulou de décréter que des partis qui ne sont pas conformes soient déclarés conformes? Vous voyez que la situation du Congo est une situation véritablement préoccupante et qu'il faut qu'on prenne des dispositions pour que l'on avance là-dessus. Donc je dis et je répète, la commission actuelle n'est pas indépendante. Elle n'a pas été en mesure jusque-là de régler le problème de la maîtrise des listes du corps électoral. Elle n'a pas été en mesure de régler le problème de la fiabilité de la liste électorale. Ils se sont retrouvés, parce que je n'ai jamais été à la moindre de ces concertations, ils se sont retrouvés à Ouesso en 2017. Ils ont arrêté des choses, parmi lesquelles la réalisation du recensement en 2018, parmi lesquelles la biométrie. Et tout ce temps, rien n'a été fait et à 4 mois, on appelle les gens pour dire « venez ». Non, c'est pas sérieux. En fait, on ne veut pas, dans ce pays, organiser une élection libre, démocratique et transparente. À quelle fin, je ne sais pas. Que veut-on? Je me pose la question. Que cherche-t-on? C'est véritablement une interrogation. Et je dis que ce qui se fait maintenant, c'est du folklore. Nous n'arriverons pas. Parce que si le ministre de l'Intérieur voulait qu'on aille à une élection véritablement libre, démocratique et transparente, il se préoccuperait chaque année de réaliser le recensement administratif qui est prévu dans les textes qui organisent le ministère de l'Intérieur, mais qu'il ne fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Depuis que le ministre de l'Intérieur actuel est là, je crois qu'il est là depuis 2007, aucun recensement. Il a essayé, à partir de la concertation de Dolizy, de parler d'un recensement administratif spécial, mais les résultats ont été contestés par les membres de l'opposition qui avaient marqué l'accord au départ, mais qui se sont rendus compte qu'ils se sont fait flouer. Donc la situation, elle est véritablement préoccupante. Mais ce sont des questions qu'il faut suivre. Mais évidemment, est-ce que tout ce que vous déplorez maintenant là n'est pas l'expression de l'inefficacité d'une opposition qui est incapable de saisir certaines opportunités? Vous l'avez dit tout à l'heure, un pays en banqueroute, on dilapide 14 000 milliards, personne ne parle, les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités sont à 26 mois de pension non payés, les boursiers séparés, les étudiants sont, d'aucuns sont même à 36 mois de bourse impayés. Avec tout ce cocktail, l'opposition congolaise est incapable de mettre un tel régime dehors. Est-ce que le Congolais peut encore faire confiance à une telle opposition? Bon, nous avons choisi, même si nous avons 2 de nos frères qui sont en prison, vous savez, en Afrique, comment les choses se passent. Beaucoup de choses sont dites sur l'opposition. On pense assez souvent qu'elle est inefficace. Peut-être qu'on souhaite qu'elle soit unique, on souhaite, etc. Nous avons tenté l'expérience en 2015 et en 2016. C'est vrai, on a réussi des choses pendant ces périodes. On aurait pu réussir mieux. Nous avons été à l'élection. Je ne fais pas de commentaires sur l'élection de 2016 parce que les Congolais savent exactement comment les choses se sont passées. Mais c'est dans ces conditions qui ne sont pas des conditions faciles que les opposants... Elles se sont passées comment, Monsieur Mirassa? Est-ce qu'on peut rappeler, parce qu'il y a des jeunes qui n'étaient pas aussi majeurs, qui n'ont rien compris. Ça s'est passé comment? Nous avons parlé de 2 choses, Monsieur Perrin. Nous avons parlé d'un référendum anticonstitutionnel
Et quand nous faisons un recul en arrière, vous savez qu'avec les débats qui ont cours maintenant, surtout en Afrique de l'Ouest, on se rend compte, et ça a été dit par certains présidents, dont le président Mbalo, dont le président du Nigeria, le 3e mandat est anticonstitutionnel. Et si on prolonge, le 3e, le 4e, le 5e mandat, tout ça, c'est anticonstitutionnel. Donc, on est dans une situation où c'est beaucoup plus la puissance de la force qui prime que la puissance du droit depuis tant d'années. Nous qui avons choisi de mener une lutte pacifique, non violente, sur la base des idées, etc., vous voyez ce que nous avons souvent en retour. D'ailleurs, vous nous rendez service, parce qu'en passant sur votre émission, ben écoutez, à Télé Congo, je n'aurais pas pu avoir autant de temps. Ils ne peuvent même pas oser me passer 5 minutes à leur télévision. C'est devenu la propriété d'un clan, c'est devenu un certain nombre de choses. Donc, nous, c'est dans ce contexte extrêmement difficile, mais nous ne désarmons pas. Je sais que les amis de l'extérieur sont très critiques à notre endroit, mais ils ne savent pas comment, ce que nous endurons comme souffrance. Je peux évoquer la mort, et ça me rend très triste, j'ai envie de verser quelques larmes. La mort de notre frère et ami Kalakala. Et les gens peuvent savoir dans quelles conditions il est mort. Je peux évoquer dans quelles conditions les jeunes sont morts à l'occasion du référendum, de ce fameux référendum de 2015. Je peux évoquer d'autres situations. Je peux évoquer le oui, fait mais M. Marassa, est-ce qu'on peut comprendre que c'est un peu tous ces éléments qui vous effraient, qui font que vous vous ressaisissiez? Mais nous ne sommes pas effrayés. Vous avez parlé de la requête. Si j'étais effrayé, j'aurais posé cette requête. Il y en a même qui pensent que je suis pratiquement un illuminé. Parce que pour eux, ça je vous dis franchement, pour eux, introduire une requête sur la situation du président de la République, mais c'est être illuminé. Parce que vous voulez pratiquement aller à la porte de la DGST, parce que, etc. Donc, il y a comme un environnement. Regardez les retraités. Ils sont très nombreux, les retraités. Parmi ces retraités, vous avez des hauts cadres, des économistes, des financiers, qui peuvent même réfléchir, qui peuvent s'asseoir, réfléchir et faire des propositions concrètes, efficaces sur la manière dont on peut résoudre leurs problèmes. Mais est-ce qu'on peut leur autoriser de faire une assemblée générale? Donc, nous sommes dans un contexte, et je pense que c'est dans ce contexte que nous nous battons, et c'est dans ce contexte que les gens doivent nous juger. Parce que les jugements théoriques, abstraits, dans un autre contexte que celui dans lequel nous vivons, ça ne sert absolument à rien. Nous sommes dans un pays que tout le monde connaît. Si je prends l'indice de démocratie, je pourrais dire, et tout le monde le sait, puisque c'est pas moi qui le calcule. C'est calculé en Angleterre par un consortium des médias qui s'appelle les économistes. Vous savez bien que le Congo a un indice de démocratie inférieure à 4 et que notre pays est classé parmi les pays à régime autoritaire. Je n'ai rien à vous apprendre. Et vous savez bien ce que ça veut dire. Nous ne passons pas sur les médias d'État. Les gens le savent. Nous avons parfois fait des demandes pour faire des marches et tout ça. On nous les a refusées. Nous avons parfois fait les marches. On a vu comment ça s'est terminé au rond-point de Mungali. Donc, les gens pensent que nous sommes aplatis. Bon, peut-être que certains d'entre nous sont aplatis, sont corrompus, parce que souvent on présente l'opposition congolaise comme des gens qui parlent le jour, mais qui la nuit se glissent dans les rails pour aller rentrer à... Pourtant, M. Mirassa, certains pensent que vous jouissez de beaucoup plus de liberté que les autres, et cela les interroge. Mais comment lui, il est libre, les autres ne le sont pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je jouis de beaucoup plus de liberté que les autres, c'est trop dit. Les autres peuvent se rappeler de ce qui s'est passé chez moi le 4 novembre 2014. Lorsque ma maison a été saccagée, mon bureau a été saccagé, lorsqu'il y a eu 32 personnes. Bon, c'est vrai que les gens croyaient me voir être arrêté. Je n'ai pas été arrêté ce jour-là. J'étais à la marche que nous avons faite au rond-point de Mungali. J'interviens, je fais un certain nombre de choses, je fais des déclarations. Mais je pense que c'est dans mon droit de m'exprimer. C'est dans mon droit. C'est un droit qui m'est reconnu au plan constitutionnel. Et on ne peut pas me l'enlever. Moi, je ne suis pas, Monsieur Perrin, dans la démarche et ça. Et si on vous le dit, n'y croyez pas du tout. Je ne connais pas manier l'arme. Je ne suis pas dans la démarche. Non. Je ne suis pas dans cette démarche. Je crois en la force des idées. Mais vous voyez, quand je fais un document, quand j'interviens, j'essaye
de faire privilégier la force des idées sur la violence, tout ça, parce que je ne partage pas du tout la violence. Et évidemment, notre tâche n'est pas facile parce que chaque fois que nous proposons, chaque fois que nous disons des choses, en face, nous avons comme un mur. Et vous avez en face des frères, des amis, des parents, parce qu'on se connaît, mais qui croient que la loi, c'est leur volonté. La loi, c'est pas ce qui est écrit, mais c'est leur volonté qui est la loi. Ce qu'ils veulent, c'est ça. On parle de l'élection de 2021. Puis écoutez, Philippe Mvoua a fait une rencontre où nous avions tous participé, mais qu'est-ce que j'ai constaté? Il se plaint de ce qu'il y a déjà campagne déguisée dans le pays, mais il y a des textes pour sanctionner ça. Mais qui a été sanctionné? Absolument personne. Mais il ne faut pas que les frères à l'extérieur sous-estiment les actions. Moi, je ne parlerai même pas des partis politiques. Je prends par exemple l'exemple des actes posés par la société civile. Je prends les des derniers actes qu'ils ont posés à l'occasion des problèmes de santé du général Jean-Marie Michel Moukoko. Ils ont demandé à faire une marche pacifique de 50 personnes depuis le siège de l'OCDH jusqu'au ministère de la Justice. Mais quand vous voyez le déploiement de la force publique à travers la ville ce jour-là, puis je me suis dit, pour encadrer 50 personnes, pour encadrer 50 civils, pour faire une marche, vraiment, on a besoin de ça. Mais c'est ça la réalité du Congo. Et c'est ce que nous vivons. D'entrée de jeu, vous avez dit il faut un dialogue national inclusif. Et là, une concertation vient d'être convoquée, il faut le dire comme ça. Vous avez d'ailleurs dit que c'est anticonstitutionnel, mais est-ce que c'est pas une occasion à saisir et quitte à poser des préalables une fois arrivé sur le terrain? Le régime actuel ne fait rien au hasard. Ceux qui iront ont été choisis et les Congolais le savent. Je vous ai dit qu'il y a des partis qui ne sont pas conformes, mais qui ont été déclarés conformes. Mais ils savent pourquoi. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que ne seront à Madingu que les partis qui auront été déclarés conformes selon la liste des 45 qu'il a sorti. Mon parti n'est pas dans les 45. Mais je peux vous dire, et je peux défier et essayer de chercher des débats auprès des Congolais pour savoir s'il y a beaucoup de Congolais qui contribuent pour l'épanouissement et le développement de la démocratie du point de vue de la confrontation des idées, comme le Parti social-démocrate congolais ou comme Clément Mirassa. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que les gens ont une préoccupation, la conservation du pouvoir. Le bilan du pouvoir actuel est négatif. Tous les Congolais maintenant le savent. Les routes, c'est pas la peine. L'école, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. La condition sociale des Congolais, ça ne va pas. Avec le Fonds monétaire, ça ne marche pas. Donc, le bilan est extrêmement négatif. L'échec est patent. Il faut le dire, l'échec est patent. Si on prend tous les agrégats macroéconomiques, etc., c'est patent. On n'est plus à l'époque où on croyait vanter, soi-disant, une croissance de 2 chiffres et on croyait présenter le Congo comme la petite Chine. Aujourd'hui, la situation du Congo, elle est dramatique, elle est chaotique et il faut voir comment en sortir. Mais, à contrario, il y a une volonté de conserver coûte que coûte le pouvoir. La démarche, elle est essentielle, elle est celle-là. Et tous ceux qui peuvent apparaître comme des gens qui peuvent poser des problèmes, parce qu'il y a un problème que je souhaiterais voir, bon, je ne sais pas discuter à Madingu, mais il y a un problème que je souhaiterais, il y a quelques problèmes que je souhaiterais voir au-delà de ce qui a été dit, être discuté à Madingu. Comment aborde-t-on le problème du président de la République qui est en même temps président du Parti congolais du travail? Comment répondre à la question, comment faire? Est-ce qu'il est possible que le président du Parti congolais du travail organise une élection libre, démocratique et transparente? C'est une question. La deuxième question, les preuves sont données que l'administration n'est pas neutre, elle a un côté partisan. Comment le ministère de l'Intérieur peut agir pour une élection libre, démocratique et transparente alors que les preuves données sur le terrain montrent clairement que c'est une administration partisane. Et à ça, j'ajouterai ceci. J'ai bien aimé, j'ai bien apprécié la déclaration du syndicat des travailleurs de l'administration du territoire au mois de juillet. Ils ont dit ceci. Sur 90 sous-préfets nommés,
il n'y a que 6 qui ressortent du ministère de l'administration du territoire. Les autres sont des politiques qui proviennent du PCT et de ses alliés. Pourquoi on les a fait venir? Et ils ajoutent que sur 43 administrateurs des communautés urbaines nommés, il n'y a qu'un seul qui sort du ministère de l'administration du territoire. Et ils finissent par dire que sur près de 24 administrateurs des arrondissements qui ont été nommés dans les communes de plein exercice, il n'y a personne qui sort. Vous voyez bien qu'on est dans une démarche. On est bien dans une démarche qui n'est pas pour garantir une élection libre, démocratique et transparente. Et oui, mais donc, que pensez-vous de ceux-là qui ont déjà déclaré leur candidature, mais qui sont avec vous à l'opposition, qui se disent être à l'opposition? Mais ceux qui ont déclaré leur candidature, je suppose qu'ils se préoccupent de cela. Je suppose qu'ils se préoccupent de cela. Parce qu'ils ne se préoccupent pas, s'ils ne se préoccupent pas de cela, je poserai la question sur la véritable justification de leur candidature. À partir du moment, M. Perrin, à partir du moment où le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, déclare que le Parti congolais du travail est conforme à la loi, alors que tout le monde sait que ce parti n'est pas conforme à la loi, il a violé la Constitution, il a violé la loi sur les partis. Vous pensez que l'élection peut être comment? N'oubliez pas, et je vous le rappelle, n'oubliez pas que notre pays a été épinglé au niveau de la communauté internationale parce que nous avons caché une partie importante de notre dette. Donc la crise de confiance, non seulement entre le Congo et la communauté internationale, mais la crise de confiance à l'intérieur du Congo même, entre les acteurs, etc., elle est extrêmement importante. Je vous ai dit tantôt que le ministre Mboulou lui-même n'est pas conforme à la loi. Il fait partie des 2588 congressistes qui ont reconduit le président Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est pas un problème. Lui, il peut violer la loi. Mais au fait, lorsque vous dites président de la République, vous faites référence à quel texte? Puisque vous avez combattu la toute nouvelle constitution, vous étiez du côté de ceux qui n'étaient pas pour la constitution. Nous sommes républicains et nous sommes démocrates. Les gens estiment, même s'ils ont agi par référendum anticonstitutionnel, ils estiment que c'est la loi du moment. Mais il faut bien que nous cherchions également à les combattre sur leur propre loi, puisqu'ils sont incapables de respecter un texte qu'eux-mêmes, ils ont élaboré. Vous vous souviendrez qu'on nous a dit que 2002, c'était la meilleure constitution. Après, il fallait la changer. Il vous souviendra même que dans son livre « Parler vrai pour l'Afrique », le président Sassou avait déjà annoncé qu'il ne se représenterait plus parce que la Constitution limitait le nombre de mandats à 2. Je crois que tout le monde le sait. Mais par la suite, il s'est présenté. Donc, nous nous appuyons sur leur propre loi pour essayer de faire apparaître un certain nombre de choses. Et il est anormal que cette constitution qui, soi-disant, a été mise en place pour faire évoluer les institutions. Je souris un peu parce que pendant que M. Perrin me pose la question, je pense à la situation du ministre Martin Berry. Et je ne me cache pas de dire qu'il a été désavoué. Vous voyez bien que Martin Berry a été nommé en août 2018 avec 2 de ses collaborateurs. En septembre 2019, il a lancé le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusif qui comportait 4 phases. Il n'y a qu'une seule phase qui a été exécutée. Et depuis, Martin Berry qui avait promis aller discuter avec la diaspora, aller à l'intérieur du pays, mais il n'est plus visible, il a disparu. Mais il a été désavoué. Ça veut dire qu'à un moment donné, même quand on vous a fait appel pour apporter votre contribution, si vous ne suivez pas la ligne, mais vous êtes carrément écarté et puis on poursuit son chemin. Alors, que pensez-vous donc de vos amis, les membres de votre plateforme IDC Focal, vous êtes encore membre de cette plateforme, qui serait tentés de se présenter à l'élection présidentielle de 2021, sachant qu'au préalable, ils n'ont pas pu obtenir la libération des prisonniers politiques. J'ai cité le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi-Salisa et bien d'autres jeunes qui sont incarcérés jusqu'aujourd'hui pour leurs opinions. Je pense que nous ferons comme en 2016. Vous savez, en 2016, nous avons, à l'époque, il y avait 2 plateformes, c'était l'IDC et le FROCAD, et l'élection avait lieu au mois de mars. Et en début d'année, nous avons tenu une convention. Et cette convention a examiné la situation, y compris
la situation de la tenue des élections. Et nous avons, de façon souveraine, décidé au cours de cette rencontre d'aller à l'élection et de vivre ce que nous avons vécu. À l'époque, vous savez, au cours de cette élection, j'ai fait campagne et j'ai soutenu Jean-Marie Michel Moukoko, ce que vous dites, j'ai vécu, etc. Est-ce qu'il y aura des candidats ou pas de la fédération IDC, FLOCAD, IDC, composante CJ3R? C'est un problème que nous débattrons. Nous débattrons froidement en privilégiant les intérêts du peuple congolais. Et je crois qu'en 2016, nous avons pris une très bonne décision, même si, in fine, deux de nos frères, notamment Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa, se retrouvent aujourd'hui dans la situation que tout le monde connaît. Nous nous battons. Vous savez également qu'il y a une commission des Nations Unies qui avait déjà demandé leur libération. Malheureusement, au niveau de Brazzaville, on n'a pas voulu accéder à cela. Vous savez également qu'à un moment donné, le ministre français des Affaires étrangères avait souhaité prendre un certain nombre de dispositions. Nous avons été tout dernièrement inquiets avec le problème de Jean-Marie Michel Moukoko. Nous sommes très heureux que les appels que nous avons lancés pour qu'il soit évacué aient été entendus. Il a été évacué, il est revenu. Je suppose d'après les informations que nous avons, qu'il est en meilleure forme, mais nous continuons ce combat et le moment venu, la fédération de l'opposition se retrouvera, analysera froidement la question et décidera en fonction non seulement de ses intérêts, mais surtout des intérêts du peuple congolais. Et vous ne pensez pas que cette plateforme, sinon l'opposition congolaise, est à reformer parce que jusqu'à aujourd'hui, jugée inefficace? Nous sommes attentifs à tout ce que l'on nous dit. Nous sommes attentifs. On nous fait des reproches lorsqu'il se passe des choses au Mali. On dit, voilà, là-bas, il y a une opposition efficace, etc. Mais il faut placer les choses dans leur contexte. Nous nous battons. Nous n'avons peut-être pas atteint ce que nous voulions, mais nous continuons le combat et nous disons que la lutte continue. Nous sommes conscients des attentes que le peuple congolais place en nous. Mais en retour, nous disons aussi aux Congolais que nous avons besoin d'eux pour que nous avançons. Donc, il faut qu'il y ait entre le peuple congolais et l'opposition congolaise une certaine complicité. Je sais qu'on nous reproche assez souvent, et je vous l'ai déjà dit, d'être opposants le jour et de raser les murs la nuit. C'est à nous de faire l'effort, mais si nous rasons les murs... Ça veut dire quoi exactement? Moi, je n'ai pas compris. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que en fait, nous faisons un jeu. Nous essayons de faire des déclarations d'opposants, mais qu'en réalité, après, nous trouvons des passerelles pour nous retrouver avec nos frères ou nos amis du pouvoir pour en fait, finalement, prendre leur position et ne pas faire avancer la cause de l'opposition. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être que les autres donnent une autre signification à cela. Nous verrons bien. Mais les amis sont critiques. Je souhaite, Monsieur Perrin, que les amis qui sont critiques nous fassent souvent des propositions, qu'ils nous contactent pour que nous discutons, pour que nous ayons des idées. Mais en ayant clairement dans leur tête, nous sommes non violents. Nous sommes pacifiques et nous croyons beaucoup en la force des idées. Aujourd'hui, j'ai découvert un créneau qui devrait sérieusement faire avancer notre opposition, c'est le droit. Parce que si nous suivons sérieusement les questions de droit, vous avez vu avec la requête, vous avez vu avec Madingou, nous pouvons faire avancer un certain nombre de choses et nous serions très bien compris, je crois, tant par la communauté internationale que par nos compatriotes. Merci, Monsieur Mirassa. C'est aussi votre mot de la fin? Non, je vous remercie très sincèrement parce que dans notre pays, nous n'avons pas toujours accès aux médias d'État. Dieu merci, il y a les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur vous, mais vous êtes venus vraiment, vous êtes venus nous soulager. Et grâce à vous, nous arrivons à faire passer un message. Grâce à vous, nous répondons à un certain nombre de préoccupations, mais je tiens à vous dire que chaque fois que l'occasion me sera donnée, je serai avec vous et je dis, le Congo va mal, très mal. Il faut que les enfants du Congo, les filles et les fils de ce pays en prennent conscience et prennent conscience que notre mission à nous, c'est de sauver ce pays qui est véritablement en péril. Nous en avons les moyens, nous en avons les intelligences et il n'y a aucune raison que nous baissons les bras. Il faut que nous soyons debout.
Je vous remercie, Monsieur Christian. Merci, Monsieur Clément Mirassa, d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à nos chers téléspectateurs et chers internautes. On se retrouve très prochainement. Merci. Audio Jungle.